Vision algérienne, le 21 boulevard des Martyrs. El Jazeera vous salue dans sa belle Welima tous les jeudis en direct de Canal Algérie. Quel bonheur d'être en votre compagnie, mes amis. Vous qui êtes dans les quatre coins du monde et qui nous suivez avec beaucoup d'amour et de tendresse, permettez-moi, mes amis, de vous remercier d'abord de nous accueillir chez vous. Et c'est les jeudis après-midi, ce rendez-vous dédié à cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes, cette Algérie également qui ouvre ses portes à tous ces Algériens qui sont ailleurs et qui viennent et qui lancent des projets ici en Algérie. Et c'est le cas de Madame Louisa Mezreb qui est parmi nous cet après-midi. C'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Madame, vous êtes la bienvenue. Merci d'être là. Bonjour Linda, merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à une de ces émissions que je sais regarder et aimer partout dans le monde. Merci beaucoup. Alors Louisa Mezreb, vous êtes une professionnelle du monde de l'entrepreneuriat. Vous travaillez beaucoup ici en Algérie. Vous êtes vraiment sollicitée également par des organismes publics, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous êtes parmi nous. Alors cet espace est un espace convivial, familial. Nous sommes vraiment dans une ambiance traditionnelle, dans un espace où ensemble, nous sirotons un thé ou prenons un café. On est vraiment dans cette bel espace comme un patio traditionnel avec nos produits artisanaux, avec nos gâteaux traditionnels. Tout cela signe la signature de l'Algérie, des tableaux magnifiques faits par des artistes peintres plasticiens. Et on reste avec vous, Madame Louisa Mezreb, mais nous allons aussi à la rencontre de Monsieur Arab Abdelrahman qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un bonheur et un honneur de vous recevoir, Monsieur Arab. Merci, tout le plaisir est pour moi. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que M. Arab, c'est aussi un parcours, mes amis. Il était étudiant et il faut savoir qu'il s'est déplacé à l'Inde. Il a vécu l'indépendance de l'Algérie aux États-Unis d'Amérique. Et il va nous raconter tout cela grâce aussi à un journal que vous avez aussi, vous nous l'avez ramené. Nous sommes privilégiés, cet après-midi, monsieur Arab, nous avons la chance d'avoir ce journal avec vous savez, ces notes depuis donc l'indépendance de l'Algérie, votre présence aux États-Unis d'Amérique, à l'indépendance, vous étiez installé en tant qu'étudiant sur place, et puis vous avez vécu des moments merveilleux que vous aviez vraiment envie de nous faire. Merci en tous les cas. Ce sera un plaisir de vous les faire partager. Là, il y a des coupures de morceaux, des notes, des dessins, poèmes, des dessins. C'est génial, merci. Voilà. J'ai commencé ça, ce journal, en août 62. Oui. Et puis je l'ai terminé en août 63. C'était pendant et j'avais besoin de ça parce que j'ai quitté l'Algérie. C'était déjà la paix, oui. mais on n'était pas encore sorti de l'atmosphère de la guerre. Oui. Et puis je me suis retrouvé sur une autre planète, en Californie. Oui. Et si vous permettez, je voudrais dire un mot sur le titre, Les Oliviers de Californie. Bon, les Oliviers de Californie, c'est parce que j'ai quitté ma Kabylie dans un village. Il y avait plein d'oliviers. Et arrivé là-bas, je me suis retrouvé dans une communauté villageoise où il y avait des oliviers partout. Et je me suis dit, bon, ben, chic, je ne suis pas dépaysé. Mais à part les oliviers, tout le reste, c'était une autre planète que je vivais, aussi bien dans le lycée où j'étais, dans tout l'environnement social, culturel, etc. Et puis alors, si vous permettez, c'était une année charnière, aussi bien pour l'Algérie que pour les États-Unis. J'en parlerai par la suite, si vous le permettez. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, vous êtes venu aussi avec ce magnifique... moi, j'adore. Ça, c'est vraiment une génération. C'est une génération qui, je ne sais pas si aujourd'hui, nos jeunes peuvent comprendre, j'espère, qu'ils pourront comprendre qu'est-ce qu'un cahier journal ou... vous appelez ça comment, monsieur? Moi, je l'ai appelé mon journal pendant tout le temps que j'étais là-bas. Donc, et puis, je réagissais
à ce que je vivais. Oui, 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 oui. Mais en même temps, j'étais tout le temps en connexion avec le pays. Bien sûr. Par le courrier, Oui. par un bulletin que m'envoyait la représentation permanente de l'Algérie à Londres et à New York. Oui. Ils avaient une newsletter. Oui. Et chaque mois, ils m'envoyaient la newsletter où on me parle de tout ce qui se passait en Algérie. Oui, très bien. Et donc j'étais au courant Très de tout bien. ce qui se passait Alors, chez nous. voilà, c'est aussi des moments magnifiques. Et je vivais en rétrospective l'année d'avant. Oui, oui. L'année d'avant, c'était la guerre. Oui. J'étais au lycée à Tizi Ouzou. Et puis, bon. Tous ces moments forts. Zone interdite. Voilà. Enfin, Donc ça, c'est aussi des moments très très forts. On va les vivre avec vous, si vous le voulez bien, Monsieur Arab Abdelrahman. Avec plaisir. Et notre amie Madame Louisa aussi Mezreb, qui elle aussi est une fille aussi de l'immigration, donc qui a vécu, qui est née et qui a vécu aussi en France, et qui ce lien avec l'Algérie est un lien très 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 fort, si bien que vous ne vous êtes jamais trop éloigné de l'Algérie jusqu'à aujourd'hui finalement. C'est même pas éloigné, je me suis jamais, on est toujours resté en symbiose. C'est une véritable, nous c'est une saga familiale, nous sommes à la 4e génération d'Algériens qui vivons à l'étranger, mais qui vivons aussi en Algérie. Donc si je dois dire deux mots de moi. Donc j'annonce déjà mon âge, comme ça simplifiera les choses. J'ai une longue vie, j'ai 71 ans, donc je suis épouse, maman, grand-mère, épouse d'un Algérien, maman de 2 Algériennes et maman de 2 petits-enfants qui se revendiquent eux-mêmes sans qu'on les y ait obligés comme Algériens. Voilà. Donc c'est une longue histoire qu'on a avec l'Algérie. Ça ne nous a pas empêchés, enfin pour ma part, donc mon père est arrivé en France en 1930, il a quitté l'Algérie coloniale, et moi je suis revenue dans l'Algérie indépendante. Donc la première fois que j'ai vu l'Algérie, c'était au lendemain de l'indépendance. Il avait quitté cette Algérie qui était colonisée en fait. Bien sûr. Voilà, donc, et qui avait ses affres beaucoup et ses douleurs et beaucoup de souffrances. Il a emporté avec lui beaucoup de souffrances. Oui. Si vous permettez, 1930, c'est une date importante parce que ça rappelle 1830. C'était l'année du centenaire de la colonisation. Tout à fait, absolument. Et pendant que les colonialistes célébraient le centenaire, les autochtones, les Algériens, étaient obligés de s'exiler. Bien sûr, pour aller gagner dans la souffrance, bien sûr, c'est clair, c'est clair. Et là, justement, nous, avant de reprendre justement le débat avec nos invités, nous restons aussi avec de la musique, comme nous l'aimons, et cette fois-ci avec le regretté Blaoui El Houari, Blaoui El Houari, et on se retrouve juste après.
علاش من غرامي تهرب عليك الليلة نضرب اسمع علاش من غرامي تهرب عليك الليلة نضرب والدنيا تحلى إلا بالحور أنا المريض وانت الطور الدنيا تحلى إلا بالحور أنا المريض وانت الطور رفيقي معايا تتولع اسمع اسمع يا حبيبي يا حبيبي يا مولع اسمع 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 يا حبيبي يا حبيبي اسمع 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 يا حبيبي يا حبيبي اسمع زينك في الدال ما لقيتش مثله في البلدان سيدي الوصلان قلبي يتمتع بيك انت Isma, une très belle chanson du regretté Blaoui El Houari. On vous salue encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans notre émission Walimet El Jazair en direct de Canal Algérie. Avec deux personnalités, d'autres invités vont arriver aussi et ce qui est certain c'est que c'est aussi un moment de joie, de partage. Cette émission est une émission familiale également où on fait découvrir ce qui se fait chez nous en Algérie à travers donc des écrivains, des gens qui racontent aussi leur vie parce qu'on a à travers les vies des personnalités que nous recevons, c'est aussi permis de rêver. N'est-ce pas, Monsieur Abdelrahman Arabe? C'est permis de rêver pour ces jeunes et moins jeunes. Vous êtes des exemples à travers votre vie, votre histoire, la passion que vous avez. Ça sera à eux de juger, hein, bien sûr. Ça sera à eux de juger. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand on vous découvre, moi je vous ai rencontré au niveau du Salon international du livre d'Alger et j'avais beaucoup apprécié ça, d'abord sa personne. J'ai été interpellée par les oliviers de Californie. Et puis en plus, je me suis intéressée aussi à sa vie, à son travail. Et aujourd'hui, vous avez été aussi professeur. Vous avez été professeur à l'université. Professeur d'anglais à l'université d'Alger. Oui. J'ai commencé à enseigner en 1969 et j'ai pris ma retraite en 2003. Ceci dit, j'ai continué à enseigner jusqu'à 2015 dans certaines universités algériennes comme Boumerdès, comme Vgaït, Bougie, comme Tizi Ouzou. Mais également, j'ai enseigné dans d'autres universités. J'ai enseigné, j'ai été visiting professeur invité dans deux universités, à Doha au Qatar, en 92-93, et également à Philadelphie, à Temple University à Philadelphie. J'ai été également chercheur associé à l'université de Glasgow et à l'université d'Oxford, à St. Anthony's College. Donc, si vous voulez, j'avais un pied... j'étais bien implanté en Algérie, mais je faisais des incursions à droite, à gauche. Je voudrais également, puisqu'on parle de ma vie, expliquer une chose. Là, je vous ai montré le titre d'un livre à paraître bientôt. Ça s'appelle Journal de Londres. Moi, j'aime écrire les journaux. Là, c'est... il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore... Il est chez l'éditeur. Oui. Ça, c'est un journal que j'ai tenu pendant que j'étais à Londres. Oui. Alors, à Londres, j'avais deux fonctions. D'une part, j'étais conseiller pédagogique auprès de l'ambassade d'Algérie à Londres, de 75 à 80. Et d'autre part, je préparais et terminais et soutenais une thèse de PhD dans une université anglaise, tout en élevant une famille. Bravo, dis donc. Alors, c'était également une période très intéressante. La fin des années 70,
aussi bien pour l'Algérie que pour, Très bien. Que pour la... Nous sommes de retour dans notre émission Walimat El Jazaïr en direct de Canal Algérie et du 21 boulevard des Martyrs, hein, le siège de la télévision, où on vous salue depuis Alger, la capitale, cette capitale qui embellit de mois en mois. Et puis il y a aussi un immense projet dédié également à la capitale, Alger, qui sera, on l'espère, aussi une des capitales de la Méditerranée parce qu'elle est magnifique, parce qu'il y a un potentiel extraordinaire, parce qu'il y a aussi une architecture à préserver et à aménager encore et encore. Et nous pouvons parler d'Alger et de l'Algérie sans revenir aussi à l'artisanat. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir parmi nous le directeur général de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, M. Berki, qui est parmi nous, M. Berki Abdelkarim, qui est parmi nous cet après-midi. C'est un bonheur et merci d'être là, monsieur. L'honneur et le bonheur est pour moi, madame. Vraiment, c'est un plaisir. Monsieur Berki, je le disais, vous êtes directeur général de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers. C'est un travail très, très intéressant parce que quand on est directeur général de toutes ces chambres des métiers qui existent à travers les 58 wilayas du pays, c'est aussi un travail très, très fort. Exactement. Donc, oui. on a le devoir de préserver justement le patrimoine de l'artisanat à travers tout le pays. Donc nous avons quand même un fichier national qui englobe pas moins de 460 000 artisans éparpillés sur le territoire national. 460 000 artisans, oui. Donc c'est pas une mince affaire. C'est tout un travail. Donc nous avons la responsabilité de faciliter le travail à nos artisans pour qu'ils puissent justement sauvegarder ce patrimoine, cette identité, ces mœurs, ces traditions qui caractérisent l'Algérie. Donc c'est un travail, c'est-à-dire c'est notre cheval de bataille. Oui. Et par conséquent, c'est-à-dire on est là pour leur proposer des services, des accompagnements pour qu'ils puissent justement aller de l'avant. Alors pour revenir déjà au niveau de la capitale, hein, d'Alger, nous savons par exemple la Chambre des métiers d'Alger qui active beaucoup, il y a beaucoup d'activités. Nous avons reçu M. Saïdani où il était revenu sur l'histoire du kérékou, préserver le kérékou, juste cet exemple oui, hein, oui. Du kérékou, comment le préserver, comment lui donner en tant que vêtement algérien, le préserver. Et puis nous avons aussi cette fameuse bâtisse d'Arbash Tarzi qui elle, est une bâtisse magnifique. Je ne sais pas si vous sillonnez un peu Alger, monsieur Arab, ou pas beaucoup. Voilà. Si on est à Alger, quand voilà, même. Oui, actuellement, parce qu'il y a de nouveautés. Non, ces derniers temps, oui, donc vraiment. Je me suis replié sur. Oui, je comprends. Mon village. Oui, ben, il faudrait faire de temps en temps des petites escapades sur Alger, parce qu'il y a des choses à voir, magnifiques choses à voir. Notamment, je citerai par exemple cet exemple, qui est la Chambre des métiers, Madame Louisa Mezreb, qui se trouve dans la basse Casbah. Et il y a dans cet espace, donc, un espace dédié à la musique andalouse, et puis au niveau de l'étage, ce sera des ateliers vivants, c'est-à-dire que des artisans vont travailler et on les verra. Il y aura une galerie également de produits artisanaux, on pourra acheter des produits artisanaux. Quand on est, même nous qui vivons ici, alors vous qui habitez vous habitez entre l'Algérie et la France, c'est aussi une belle opportunité pour la communauté algérienne qui vient. Ils vont certainement venir passer des vacances d'hiver ici en Algérie. C'est une belle opportunité pour prendre des cadeaux, faire découvrir l'Algérie à travers le cadeau. C'est ce qu'on fait. Oui. Mais c'est merveilleux de savoir qu'il y a en plus à la Casbah un lieu où on va pouvoir aller trouver de l'artisanat. Oui, oui. Il y a de très belles choses. Déjà, mais souvent, on est obligé de se déplacer, aller en dehors d'Alger. Moi, je vais souvent dans les villages pour essayer de trouver des couvertures, enfin des cadeaux de notre patrimoine. Oui, ça, c'est vraiment une très, très belle nouvelle, une bonne nouvelle. Déjà pour la capitale, parce que la capitale est dans un immense projet. Magnifique projet dédié justement à la promotion de notre chère capitale, que ce soit par rapport à la Méditerranée, au transport maritime notamment, et puis nous avons aussi tous ces espaces verts, les espaces de restauration, de la culture, l'artisanat n'est pas en reste.
Exactement, donc c'est-à-dire en dehors de la capitale, donc nous avons la chance d'avoir des maisons d'artisanat pratiquement au niveau de toutes les wilayas, donc elles sont rentrées carrément dans les circuits touristiques de ces wilayas, donc le visiteur, que ce soit algérien, la diaspora ou bien même le touriste étranger, donc il est toujours dans les circuits touristiques de la ville, donc les artisans ont cette chance, cette opportunité de recevoir ces touristes-là. Le problème à Alger, justement, on n'a pas une maison d'artisanat, donc nous avons celle de Oued Kourech et maintenant avec cette nouvelle place au niveau de la Casbah. Donc ça permet à la fois à l'artisan justement de montrer un peu les potentialités de l'artisanat algérois. Et puis permettre aux visiteurs de s'enquérir de l'état justement d'avancement de l'artisanat, acheter des cadeaux, des souvenirs. Ce n'est comme ça qu'on pourra véhiculer et faire la promotion de la destination Algérie. C'est clair, oui. Si vous permettez, je voudrais poser une question à M. Berki. Est-ce qu'il y a des écoles de formation? Oui, il y en a plein. Parce qu'il me semble que ça c'est important. Il faut éviter que ces lieux deviennent des musées. Et en bon sens, hein, il faudrait encourager la formation professionnelle dans tous ces domaines-là. Donc nous avons déjà un travail, c'est-à-dire de collaboration entre le secteur de l'artisanat et le secteur de la formation professionnelle. Donc, c'est-à-dire ils élaborent leur programme suivant les besoins. Donc, déjà, la formation professionnelle prend le relais pour, c'est-à-dire former les demandeurs de ce segment-là. Et au niveau des chambres de l'artisanat, la Chambre nationale de l'artisanat aussi, nous avons des écoles de formation. C'est des écoles, pas de formation, mais des écoles de mise à jour, d'actualisation des savoirs. La formation, elle est continue. Donc, la formation de base, elle se fait au niveau de la formation professionnelle. Et nous, on propose des produits de mise à jour, d'actualisation. Et c'est-à-dire l'artisanat est en perpétuelle, c'est-à-dire en perpétuelle plutôt évolution, même au niveau de la technologie. L'intelligence artificielle. Nous avons même des formations par rapport à ça. Même déjà la digitalisation. La digitalisation, la commercialisation en ligne et tout ça. Donc nous avons des formations techniques pour préserver l'activité et la mettre au diapason de ce qui se fait de cette évolution justement. Et puis nous avons des formations c'est-à-dire de complémentaires pour permettre à nos artisans de bien écouler leurs marchandises, de bien faire leur promotion et d'utiliser la technologie, enfin l'intelligence artificielle pour booster le secteur de l'artisanat pour aller de l'avant. Alors, c'est parfait. C'est vraiment. Ça répond à votre question. À vous attendre quoi? Alors, il y a actuellement une espèce d'attitude fétichiste vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Oui. Ah, il faut sortir de là. Là, ce que vous dites me rassure. On met l'intelligence au service de l'artisanat. C'est ça. Si je peux me permettre, c'est pas l'inverse. De la culture. On a beaucoup d'idées préconçues. L'intelligence artificielle, il y a quand même quelques années, il y a eu des préjugés, on a raconté. Oui, on l'a. Mais alors là où je suis étonnée, c'est des pays les plus émergents où l'intelligence artificielle fait le bond le plus rapide. Et contrairement, moi je vis dans un pays vieux. Eh bien, il a résisté à l'intelligence artificielle. Il a du mal parce que... Alors que j'ai vu des progrès en Algérie qui m'ont étonné, la rapidité avec laquelle on a digitalisé l'état civil. On est passé d'un état civil un peu compliqué, on va dire. Oui, classique. Voilà. Même au niveau de la Chambre nationale de l'artisanat, nous avons maintenant... C'est pour ça que j'imagine le bon. Nous avons maintenant la carte de l'artisan digitalisée avec un QR code qui permet d'avoir accès directement au fichier national pour voir le CV carrément, le CV de l'artisan. Donc à la fois c'est une carte accessible et à la fois infalsifiable. Et ça permet à l'artisan d'avoir quand même un truc, c'est-à-dire qui va avec l'évolution. Et encore une fois,
l'intelligence artificielle est là pour faciliter la vie professionnelle de l'artisan. Et ce ne sera pas l'inverse. Donc nous, on n'a pas cette appréhension. Voilà. C'est-à-dire, au contraire, il y a beaucoup de start-up justement qui travaillent en étroite collaboration avec les artisans, avec la Chambre nationale de l'artisanat. D'ailleurs, nous avons signé beaucoup de conventions dans ce sens pour justement utiliser, si je peux me permettre l'expression, utiliser justement l'intelligence artificielle, utiliser cette évolution au profit de nos artisans. Madame disait tout à l'heure qu'il fallait la domestiquer. Oui, l'apprivoiser, j'avais dit. L'apprivoiser. Mais je voudrais juste, par rapport à ce que vous dites, rajouter une chose, et vous l'avez dit. Moi, je pense que l'artisan, c'est aussi un chef d'entreprise. Oui, et pour lui, la digitalisation, l'intelligence artificielle, c'est d'abord des marchés qui s'ouvrent à lui. Tout à fait. Parce que c'est le monde entier qui peut acheter notre artisanat aujourd'hui, sans avoir à aller se déplacer. Complètement. On va revenir justement, si vous voulez bien, on va revenir au débat avec Monsieur Berki qui est parmi nous aujourd'hui, et c'est un plaisir de le recevoir. On va juste faire une petite pause musicale avec le regretté le Hachmi Garouabi. Vous êtes tous fans. Hein? Alors il y a eu oh là là, voilà, des onomatopées pour aussi symboliser ce signal. Donc c'est l'amour que nous avons pour ce grand monsieur de la chanson algérienne. Et on se retrouve juste après. ما بقي في البال غير راحة بعد هوالي كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية أطفات شموعه طاح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه على أهل الخدع والرشوة والشفاية بياعين القرد ويضحكوا على اللي يشريه إذا حقك كان باين يسطعكي المراية القضيب شطارته يغم ويغطيه يحطم المظلوم ويزيد للظالم عناية غاب الحق والباطل انتصر وزهت مواليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ومضات حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هواليه كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية أطفات شموعه راح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه طال ضري وكتر شقايا فعل الخير لا من يساومه ولا من يشريه والقاضي يبغي المال ويحب الهدايا واذا ما عندكش روح شوف وين تبات لهيه الرجوع اليك يا خالقي يا مولاي الحق دايم يعلى ولا يعلى عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه مضات حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد وليه ما كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية فات شموعه طاح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه
مسرح رواية كل واحد فيها يمثل دوره رغم عليه، والغافل خليه راقد في غفلة وسهاية، إذا طال الحال لابد حسابه يصفيه. افهم قولي يا البيب وفهم رقة معنايا، اللي ترهنوا غير بيع وما تندمش عليه، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه، ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه، مضات حواله كلها حتى للنهاية، ما بقي في البال غير راحة بعد هواليه، كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية، أطفاك شموعه طاح لي المزيان عليه، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه، عشيات كأنها عديان، عشية كأنها عديان، لون الذهب في دوحتي بستان، يا لا لا لا، يا لا لا لا، يا لا لا لا، يا لا لا يا لا لا، لون الذهب في دوحتي بستان، عشية كأنها عقيان، عشية. Tahna chanter après le maître. C'est difficile, c'est très difficile. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est un bonheur. Après le Hajj Migrouabi, Sidi Ali Idriss, le neveu de Hajj Migrouabi. La transition est difficile à la base. J'imagine, mais vous aussi, vous êtes une belle personne, très appréciée par votre talent, parce que vous avez du talent, Sidi Ali Idriss. C'est un bonheur de vous recevoir parmi nous dans notre émission Walima الجزائر. هذه وليمة تاع الفرح إن شاء الله. Que de la joie pour notre cher pays, l'Algérie. Inch'Allah, يدوموا الفرح. Inch'Allah, avec vous tous. Donc c'est Qahwat al-Asr, comme vous voyez, mes amis, amis téléspectateurs, avec des gâteaux traditionnels, comme on les aime, à savoir le ghribiya, nous avons tcharek msakkar, le qmirat, le msemmen aussi, le msemmen ou le ma'arek, c'est selon comment on les appelle. Et puis nous avons le mchouek, il y a pour tous les goûts, et nous, c'est un moment vraiment où on vient dans les familles, on fait découvrir aussi nos traditions et coutumes à travers cet artisanat, que ce soit la dinanderie que vous êtes en train de voir aujourd'hui, magnifique dinanderie algérienne, tbessa chawet, les grandes tbessa chawet qui font partie aussi de ces moments festifs où on reçoit la famille pour les mariages. Nous avons également tout ce qui est le bqaraj nta zman, les cafetières d'antan et les théières d'antan. Tout cela, c'est aussi de l'artisanat, aussi le sucrier. Le sucrier ta'zman, n'est-ce pas, Monsieur Berki? C'est votre élément, Monsieur Berki. Donc, nous avons cette bessa chawat magnifique, nous avons le marach, nous avons aussi les théières, le bered ta'latay, nous avons aussi un peu plus haut, vous voyez, donc c'est qahwat al-jizwa. N'est-ce pas, ce fameux café qu'on préparait il y a très longtemps? Oui, tout à fait. Et puis, tous ces magnifiques plateaux, ce qu'on appelle sinewet, magnifiques également. Voilà, également. Nous avons aussi donc M. Berki, qui est directeur général de la Chambre, des Chambres nationales des métiers, de l'artisanat et des métiers. Il est parmi nous aujourd'hui, c'est un honneur de le recevoir. Nous savons qu'il est très très pris, comme vous tous aussi, et vous avez aussi pris ce temps pour être parmi nous aujourd'hui, parce que je pense que c'est important aussi de revenir sur toutes ces 58 chambres des métiers qui existent à travers tout le territoire national et qui font la fierté de l'Algérie. Aujourd'hui, comme l'a si bien tout à l'heure, on en parlait avec M. Arabe, sur la formation de ces jeunes, aujourd'hui nous avons aussi des designers
il y a des formations en design également, Monsieur Berki. Exactement. Justement, le problème était que nos artisans croyaient que le changement allait leur faire perdre un peu l'authenticité de leurs travaux. Oui. Donc, avec le temps, ils ont compris que le design est un passage incontournable pour qu'ils puissent rendre leurs produits accessibles, surtout ailleurs. Oui. Donc, on leur dit toujours de préserver, d'accord, on est pour préserver le patrimoine, on est pour préserver notre identité, mais avec une touche de design, de modernité, qui rend un peu nos produits accessibles, surtout, c'est-à-dire, on a remarqué ça durant les expositions à l'étranger. Oui. Quand on a affaire aux étrangers, ils ne comprennent pas forcément nos couleurs, ils ne comprennent pas forcément notre symbolique. Oui, oui. Donc on est tenu à la fois de préserver notre patrimoine, mais aussi de rendre accessible avec cette touche de design, cette touche de modernité. Oui. Pourquoi pas utiliser un peu pour ne pas rendre madame fâchée. Voilà. C'est-à-dire, on ne sera pas d'accord, ce ne sera pas de l'artisanat, parce que l'artisanat c'est un produit qui se fait à la main, assisté par une ou plusieurs machines, assisté par une technologie, il n'y a pas de problème, mais toujours le point de départ, c'est le travail manuel. Voilà. Si je me permettais sur le design, ce que vous venez de dire, moi je parle en tant que consommatrice, hein, donc c'est vrai que notre artisanat il est magnifique, mais une fois qu'on a acheté une théière, on a besoin qu'elle se renouvelle. Oui. Et le design, le fait qu'il y ait permet de faire la théière traditionnelle, mais différente. C'est ce qui incitera le consommateur à racheter encore une fois une... Ok, j'ai compris le sens. Donc c'est-à-dire c'est un design qui permet de créer un peu le besoin chez le client. Ben oui, parce que ça évolue. Exactement. Et qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où nous consommons, hein, donc autant que ça profite à nos artisans. Exactement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi un point important où le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a aussi donné, donc il y a une note où il disait que dans les hôtels, il faudrait que les hôtels accueillent les artisans. Oui. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les artisans sont partout. En cette période de fête de fin d'année, par exemple, vous avez une bonne partie de nos hôtels qui abritent un nombre important de salons, de petits salons, on va dire ça comme ça, du cadeau de fin d'année ou de l'artisanat. Donc c'est vraiment formidable. Vous allez vous déplacer dans n'importe quel hôtel, vous êtes ici sur Alger par exemple, vous allez voir, même ailleurs, des expositions ventes de produits artisanaux. Et ça, c'est un point très 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 fort qui fait qu'on est là, on peut acheter un produit de quelqu'un qui vient de Ouergla ou de Ghardeya ou de la grande ou petite Kabylie, basse Kabylie, ou de Constantine, d'Oran. Donc nous avons toutes ces régions qui sont aussi représentées à travers leurs chambres. Exactement. C'est-à-dire l'objectif de toutes ces possibilités, c'est de rapprocher l'artisan du consommateur. Oui. Quand on vend un produit de l'artisanat, ce n'est pas comme un autre produit. Bien sûr. On vend le produit et le contexte qui est derrière. Oui. C'est-à-dire quand on rapproche l'artisan de son client, ça lui permet de lui expliquer un peu la symbolique qu'il utilise, les couleurs qu'il utilise, parfois même le sens du produit lui-même. En général, tous les produits que nous avons, donc ils ont à la fois, c'est-à-dire la possibilité d'être utilisés, donc c'est-à-dire l'utilitaire, et à la fois, c'est-à-dire une décoration. Donc, c'est-à-dire chaque produit de l'artisanat, il a ces deux casquettes-là. C'est ça. Donc, il n'y a que l'artisan qui peut expliquer, qui peut véhiculer le message qu'il veut véhiculer par son produit au client. Donc le client à la fois, il achète le produit et le contexte qui est derrière, justement. C'est ça, justement. Par exemple, aujourd'hui, nous avons aussi l'arrivée du mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan. Oui. C'est un mois qui est aussi très, très prisé donc, pour les produits artisanaux, pour la décoration, pour mettre en avant le vêtement, recevoir, accueillir. Tout ça, c'est quelque chose que M. Sidi Ali Idriss connaît bien aussi avec les saharettes également. Absolument. Les soirées. Je reviens sur la modernité, sur le design. Oui.
Oui, c'est valable aussi pour la chanson. Bien sûr, tout à fait. Avant bien la sûr. chanson traditionnelle, elle était pratiquée avec Se reproduisait. Traditionnels. C'était une routine. Et après, il y a eu l'apport de Mahboubati, Absolument, c'est ce que j'allais dire. d'autres compositeurs Oui. qui ont ajouté des petites touches de modernité, un piano électrique, une basse. Je donne l'exemple de Ya Raïh. Oui. Une chanson qui reproduite, existe depuis des décennies. Mais dès qu'on lui a fait une autre petite composition, des arrangements nouveaux, elle a fait le tour du monde. Oui. Donc, Et on la chante partout. oui, On la c'est chante devenu, partout. Incroyable. un On la classique. chante partout. C'est exactement la même chose finalement. Ouais. C'est exactement ça. On le dit sous forme de boutade. Donc aujourd'hui, mon principal métier, c'est d'introduire les innovations et de pousser à l'innovation, et notamment celle de la digitalisation. Ouais. Malheureusement, il y a quand même des impacts négatifs de toutes ces technologies dans le monde. On annonce la disparition de 30 millions d'emplois, il y a quand même des choses. Mais, la bonne nouvelle, c'est que tous les emplois créatifs et les emplois artisanaux, au contraire, eux, vont se développer. Parce que plus on aura de technologie, plus on aura besoin d'humains. Et on le prouve aujourd'hui, l'Occident où je vis, il y a un retour à l'authenticité. Oui. La société de consommation, plus personne n'en veut. On veut consommer authentique, on veut vivre vous authentique. savez si bien qu'aujourd'hui... Voilà, pardonnez-moi de cette... Oui, non, mais c'est très bien. Ça rajoute un peu dans notre moulin, si bien qu'aujourd'hui, par exemple, on l'a constaté ici au niveau de la capitale, beaucoup de personnes qui sont originaires d'une région bien précise, à la retraite, reviennent à leur village. Absolument. Et même si la personne est née à Alger, elle a vécu à Alger toute sa vie, elle me dit, tu sais Linda, j'ai pris ma retraite. Et on a construit une petite maison dans notre village, en Kabylie, ou la Inoussera, ou Djelfa, peu importe. C'est ce que disait justement M. Arab tout à l'heure. Et ils sont installés là-bas et ils sont très heureux. Elle me dit, je suis contente parce que je suis, par exemple, l'époux est d'une région, on va dire la Kabylie par exemple. Elle me dit, je suis en Kabylie, je vis très bien, on a des oliviers, on fait des... Oui, tout à fait, c'est un retour à une vie authentique. Même au niveau de l'artisanat, si vous permettez. Oui, monsieur Berki. Nous avons des reconversions maintenant, justement. Nous avons des retraités de l'université, hommes, femmes, et ils se convertissent en artisans. Tout à fait. Oui, mais moi, pas pour y vivre avec, mais pour le bonheur de continuer leur vie en faisant ce qu'ils aimaient au départ. Exactement. C'était quelque chose qui est enfoui, des idées enfouies. Donc, avec le temps, ils se sont convertis après la vie professionnelle. Et ça nous intéresse, nous, d'avoir ce genre de personnes parce qu'à la fois, ils ont cet amour de l'artisanat et à la fois, ils ont le savoir. Mais vous savez, Monsieur Berki, pour ces personnes-là, c'est une deuxième vie. Oui, ils se rajeunissent justement grâce à ça. Ils se rajeunissent grâce à ça, C'est vraiment une seconde vie pour eux. Des personnes qui, je ne sais pas, faisaient de la télé ou de la radio, elles se sont installées dans un village pour faire du fromage, pour faire aussi, presser de l'huile d'olive. Mais c'est un bonheur quand elles vous racontent leur vie dans les prés et dans les campagnes. C'est un bonheur. Voilà, monsieur... Par exemple, Arab, quant à lui, il s'est vraiment lancé dans l'écriture. Depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai écrit une demi-douzaine de livres. Et je me suis dit, bon, ça, c'est une façon comme une autre de transmettre ce que nous avons appris, ce que nous avons vécu aux générations suivantes. Et donc, je n'arrête pas, je continue. Et puis avec la maison d'édition qui est magnifique, vous avez une très belle maison d'édition, Robia. Robia avec qui vous travaillez, qui vous édite. Je travaille avec plusieurs maisons d'édition. D'accord, ok, très bien. Avec l'Opus, avec le Robia, avec Dar al-Hikma, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose de formidable de voir comment les personnes se sont dans l'écriture et le monde de l'écriture. Et je le disais, monsieur a vécu le 5 juillet et l'indépendance, bien après l'indépendance. Donc, si vous permettez, je voudrais quand même préciser. Alors, j'ai quitté l'Algérie début août 62, c'est-à-dire que j'ai quitté l'Algérie
un mois après l'indépendance. Oui. Et quand je dis j'ai quitté l'Algérie, bon, on vivait à la cité des Eucalyptus à Hussein-D, là du côté de la cité, comment ça s'appelle elle a changé de nom maintenant. Bon. Et puis en Kabylie. Donc pendant la période du cessez-le-feu, bon, les choses s'étaient calmées, ce n'était plus la guerre, mais il y avait encore une misère effroyable. Les gens n'étaient pas sortis encore, on n'était pas sortis de l'auberge en fait. Et puis, moi, en cours d'année, j'avais fait un concours pour faire partie d'un programme d'échange d'étudiants. J'ai fait des interviews, des examens, etc. J'ai été admis et je suis parti. Mais alors, quitter l'Algérie, qui était un pays qui venait d'avoir recouvré son indépendance, mais qui était totalement exsangue, et se retrouver en Californie, pas très loin d'Hollywood, c'est quand même une autre planète, quoi. J'étais sur une autre planète. Alors, pour me, si vous voulez, comment dirais-je, garder mes repères, en fait, essayer de m'y retrouver, je me suis mis à écrire ce journal, il est là. En tout cas, là, c'est un bonheur parce qu'il a ramené... Vous voyez, M. Berki, c'est manuscrit. C'est son manuscrit. Je vous invite à regarder. Je l'ai retrouvé. Voilà. C'est incroyable parce que c'est vraiment... Il y a 3 ans de ça. Et je me suis dit, bon, ben, il va falloir quand même que la nouvelle génération soit au courant. Oui. Oui, et là, je voulais vraiment qu'on puisse revenir sur ce travail parce que c'est quelque chose de fabuleux, de magnifique, de voir comment il a gardé le détail de cette période à la rencontre aussi. À l'ombre des oliviers de Californie. Voilà. Et bien depuis. Le 27 août 62. Voilà. Et puis, bon, alors, des trucs, parce que moi, voilà, tout des ça, photos, ce sont des souvenirs. De journaux, etc. Très bien. Ça, alors, Monsieur Arab, s'il vous plaît. Oui. Donc, je récupère votre manuscrit. Le manuscrit. Le précieux manuscrit. Et je reviens à notre ami Sidi Ali Idriss, qui est aussi parmi nous. Donc, on échange avec M. Sidi Ali Idriss, qui est parmi nous, qui lui aussi a tout un parcours de vie dans sa musique. La musique andalouse, vous avez été donc proche de votre oncle aussi, le Hajj Hashmi Garwabi. Qui était souvent à Tizi. Oui, ben voilà. Il était chez nous à Tizi. Voilà, parce que lui est aussi de Tizi Ouzou. Moi, j'étais au lycée, j'étais interne au lycée. Il y avait un seul lycée à l'époque. Un seul, à Mirouche. On l'appelait lycée mixte à l'époque, de 54 à 62. Donc, comme ma mère était l'aînée de la famille, donc elle le ramenait de temps en temps à Tizi, ses journées à Tizi Ouzou. Vous avez vécu à Tizi Ouzou, Sidi Ali Idriss? Oui, moi je suis né à Tizi Ouzou, j'y ai vécu une dizaine d'années avant qu'on ne vienne sur. On salue votre sœur, Yasmina. Yasmina Idriss, si tu nous suis, on t'embrasse très fort. Depuis Walimat El Jazair, Yasmina Idriss, qui est aussi une dame fabuleuse, qui fait aussi un travail au profit des enfants. Ce serait bien qu'elle adhère à une des chambres des métiers, parce qu'en fait, elle fabrique des sacs, des paniers, de très très jolis paniers, différents paniers qu'elle customise et elle vend. Et cet argent-là va au profit des enfants cancéreux au niveau des hôpitaux. C'est une femme merveilleuse, Yasmina Idriss, qui était dans le monde de la navigation. Elle travaillait donc elle était hôtesse de l'air et toute sa vie. Et puis elle a travaillé dur et en même temps, elle fabrique jusqu'à aujourd'hui des sacs, des paniers. On peut l'inviter carrément à la Chambre nationale, on travaillera avec elle. Ah ben voilà, Yasmina, si tu nous suis, c'est une noble mission, donc on va travailler avec elle, il n'y a aucun problème. On a travaillé avec beaucoup d'associations qui œuvrent justement dans ce genre d'activité, avec les trésomiques, ça nous intéresse de travailler avec ce genre de personnes. Et puis elle a aussi récupéré un vieux drapeau de votre tante.
Ma mère, c'est ma mère qui cousait les drapeaux. Yasmina Driss avait aussi, m'avait ramené pour les festivités du 1er novembre d'ailleurs, le Hayek, pendant la Révolution, et aussi un drapeau que sa maman, Allah yarhamha, cousait pour la Révolution. Elle cousait aussi des triers pour le d'accord. Pour les soldats. Les soldats, pour les moudjahidines. À l'époque. Eh bien, Inch'Allah, on va la mettre en contact avec les personnes qui pourraient aussi, pourquoi pas, la soutenir et l'accueillir. Voilà. Alors, Sidi Ali Driss, je disais, vous avez fait Fenn Adab. Oui, je suis... L'association de musique andalouse du quartier de Ruisseau, l'actuel Hamma. Et c'est une des plus anciennes écoles de musique traditionnelle andalouse, le Fenn Adab, date du début des années 60. Mousselia, c'est la doyenne. Bien sûr. Et Kain le Fenn Adab. Donc, j'ai fait partie de cette association pendant une quinzaine d'années. Oui. Le Fakharjia aussi. J'étais élève de Fakharjia et l'Andalousia. Donc, j'ai une formation quand même classique andalouse. Et durant mes émissions à la chaîne 3, à chaque fois quand j'accueille des chanteurs chabi, des jeunes, etc., je leur dis toujours que pour maîtriser à la perfection le chant, l'interprétation du chabi, il vaut mieux avoir une formation andalouse parce que la musique andalouse est très rigoureuse. Pour pratiquer la musique andalouse, il y a beaucoup de règles à respecter. Mais chez Kima Chabi, il y a de l'improvisation, beaucoup de liberté. Mais quand on a une formation classique andalouse, on est armé. C'est rigoureux. Voilà, c'est très rigoureux la musique andalouse. C'est vraiment des règles très. Et donc, il fait nous aide. Mais quand vous étiez à Tizi Ouzou, est-ce que vous faisiez de la musique ou pas? Non, j'étais jeune, j'avais même pas 10 ans. Ah, vous êtes rentré sur Alger en quelle année? En quelle année? En 66, je crois. Ah, très bien, d'accord. Après, quand j'ai fait le Hanwa Shabab, j'ai participé à le Hanwa Shabab les années 60. En 1973-74, c'était le Hanwa Shabab Radio. En bas, quand ils appelaient ça Radio Crochet, non? Non, c'était le Hanwa Shabab, d'accord. Et si on réussissait l'émission radio, on était sélectionné pour une finale et on nous proposait de passer le Hanwa Shabab télé. D'accord, très bien. Une sélection. Oui, à la télévision. C'était très rigoureux. Il y avait le défunt Marté Bachir, c'est lui qui gérait toute l'émission. Oui, très. Ah, bah, il était très sévère. Donc, on a été sélectionnés, moi-même et Narjas. Oui. C'était en 74. C'est pour la télé et on est passé à la télé en 74 en Maghreb Vision, en direct, en Maghreb Vision, à l'occasion de l'inauguration du CASIF. C'est des frères, oui. Voilà, donc... voilà, c'est une partie de l'histoire. Il y a des repères dans ma vie artistique dont je suis fier. J'ai une fois fait l'ouverture d'un spectacle de Dahma Al-Harrachi à l'Atlas. Très bien. Donc c'est des repères dont je suis vraiment fier. Dahma Al-Harrachi que vous avez connu aussi. Oui. غنى في l'Atlas, agriculture à l'époque. C'était le comité des fêtes. On m'avait convié, on lui voilà, Dahma Al-Harrachi في l'Atlas, tel jour. Bon, il est un peu fatigué, donc il ne va pas faire 2h30, 3h. En première partie de Jose, c'est difficile. Parce qu'il a un public particulier. Donc, et puis c'est un public qui écoute, qui a une oreille très aiguisée. Oui, mais qui vient spécialement pour Dahma Al-Harrachi, pas pour moi. Donc j'ai vraiment, la première partie que je suis passé, j'avais les chocottes, mais ça s'est très bien passé. C'est un public très conciliant. J'avais 18 ans aussi. Parce que vous êtes modeste aussi, Sidi Ali Driss. Vous avez du talent. Vous avez vraiment du talent. Vous avez une voix extraordinaire. Et puis, on aime vous écouter. On aime vous apprécier. Donc, vous donnez rendez-vous à votre public demain.
Demain. Justement avec Monsieur Berki, Abdelkarim, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est directeur général de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers à travers tout le territoire national. C'est un plaisir de le recevoir aussi parmi nous, c'est un honneur également. On est revenu sur Dar Bachtarzi, là où vous allez donc donner le concert. Il va donner demain le concert, monsieur Sidi Ali Idriss, à 17h, dans ce très bel espace qui ressemble au nôtre un peu. Oui, un très bel espace. C'est une Qa'da, Ben Hess, avec monsieur Berki, vous avez vu un peu cet espace, vous connaissez l'espace? Vraiment magnifique. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, quand j'étais programmé, j'ai vu quelques vidéos sur Internet. C'est moi qui ai demandé à passer. Très bien fait. Oui. J'ai été, je ne connaissais pas l'endroit. J'ai fait un peu pour découvrir un peu l'endroit. C'est magnifique. Magnifique. Un endroit qui s'y prête. Ah, qui s'y prête. On disait que Mehidine Bachtarzi faisait ses répétitions là-bas, sur place. Il paraît que même le Hajj Mohamed Al-Anqa, il répétait. Et puis il y a une architecture particulière. C'est très particulier. C'est un bâtiment qui a été réhabilité par la wilaya d'Alger. Et vous savez que maintenant, pardon, je vous interromps, le premier étage et le second étage est pris par la Chambre des métiers. Très bien. Et par des stands dynamiques, des stands vivants. C'est ça. Des ateliers vivants. Des ateliers vivants. Et il y aura aussi une galerie marchande où on pourra acheter des produits artisanaux au niveau de l'étage. Là, c'est quelque chose de vraiment... Une salle de concert, donc. Une magnifique salle de concert. Au rez-de-chaussée, c'est une salle de... Vous savez, c'est comme une sorte de voûte. Vous êtes dans une voûte, une très belle ambiance. C'est très agréable à voir. C'est vraiment et justement, vous allez donc... c'est demain à 17h. Demain, de 17h à 19h, 2h. Je trouve que c'est très bien d'organiser des qa'dettes les vendredis après-midi. C'est bien ça. Parce qu'en fin d'après-midi, le vendredi, en général, c'est un moment de flottement. Exactement. Et n'est-ce pas, on ne sait pas trop. Voilà, donc sortir et aller assister à un spectacle. Et ça se passe le vendredi et le samedi. Oui. 17h, c'est les mêmes horaires. Il y a même le café Malakoff. Dont l'environnement a été réhabilité. Absolument. Et l'établissement agriculture organise au sein de la petite placette. D'ailleurs, même l'orchestre, dans un endroit où il avait ses habitudes, etc. Donc, l'établissement agriculture organise aussi tous les jeudis et vendredis des soirées. Mais Malakoff, c'est en soirée. 21h. Les réservations, comment on fait? Non, on vient. C'est ouvert. En direct. Réservez un mois là-bas. Non, c'est ouvert. C'est très convivial. Très convivial. Il faut y aller. Vraiment, je vous conseille. Même pour demain, c'est ouvert. Il faut y aller, il faut profiter de ces opportunités. Le fait que vous soyez là, Madame Ezreb, le fait que vous soyez là encore sur Alger, profitez vraiment de tous ces moments pour prendre des moments comme ça d'Alger, vous n'allez pas le regretter, ça je vous le garantis. C'est ça, exactement. Et surtout aller à un concert de notre ami Sidi Ali Idriss. Ce sera quelque chose de magnifique, vraiment. Et puis je trouve que c'est un travail fabuleux. C'est une façon aussi de faire découvrir la Casbah et la basse Casbah. C'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. Vraiment, la petite ruelle. La rue Boutin. Voilà, mais la rue s'appelle ex-rue du Lézard. C'est la rue du Lézard. Ah, la rue du Lézard. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. On revient à vous, monsieur Berki. Abdelkarim, concernant justement les salons de l'artisanat. Nous avons eu de très beaux salons de l'artisanat. Il y a eu le Salon international de l'artisanat qui s'est déroulé pas très longtemps. À Milan, le tout dernier, là, donc c'était à Milan. Oui. L'Algérie était invitée d'honneur pour la partie Afrique. Oui. Donc on est allé représenter les Africains, toute l'Afrique. Magnifique. Donc il y a eu la participation quand même de 70 artisans émanant de 25-26 wilayas. Oui. On n'a pas oublié justement le culinaire. Donc, il y avait qui est important le culinaire aujourd'hui. Donc c'était un rendez-vous incontournable. Pratiquement chaque jour, pendant les 9 jours, chaque jour, on donnait des dégustations, des séances de dégustation. Et les Italiens, vraiment, ont apprécié la gastronomie algérienne. Oui. Ils n'attendaient que ça. Oui. Ils prenaient de berkoukes avec des petits gobelets. Oui, exactement. Oui.
C'était vraiment un des moments forts de l'activité. On avait avec nous le ballet. Le ballet de danse, oui. Zarna. Oui. Et la culture, le patrimoine qui est répertorié au niveau de l'UNESCO. Oui. Pour dire que le kaftan est algérien, le malhfa est algérien, et tout ce qui va avec, vous savez un peu absolument, absolument. D'ailleurs, on a eu l'agréable surprise de savoir que l'UNESCO a annoncé que le kaftan est répertorié dans le patrimoine algérien. Patrimoine algérien, tout en ayant en faisant comment on appelle ça déjà, un défilé de mode, de mode justement, c'est une très très agréable coïncidence. Magnifique. On faisait un défilé de mode pour montrer justement tout l'habit algérien. Oui. Et on vient d'apprendre que l'UNESCO avait justement répertorié officiellement Milan, c'est quand même le haut lieu de la mode, de l'art. Magnifique. On a ramené avec vous, on a fait participer avec nous aussi les opérateurs du tourisme, justement pour promouvoir et vendre la destination Algérie. Carrément. Nous avons eu avec nous le NAT, l'ONT et tous les acteurs du tourisme. Donc c'était une agréable exposition, un agréable salon pour justement déjà montrer nos potentialités. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à la formation, donc c'était un espace d'échange entre artisans. Vous savez, il y avait eu la participation de pas moins de 3000 artisans émanant d'une centaine de pays. Donc ça a permis à nos artisans de se confronter, si je peux utiliser le terme, aux artisans qui viennent d'ailleurs pour voir où est-ce que nous sommes par rapport justement à l'évolution. Et ça a permis aux artisans d'écouler, de vendre. Il ne faut pas oublier l'aspect pécuniaire, l'aspect économique de la chose. Un artisan qui ne vit pas, nous sommes des adeptes de l'aspect économique de la chose. Un artisan qui ne vit pas de son artisanat est voué justement au déclin, est voué à l'échec. C'est clair, ça c'est aussi important quand on revient sur les produits donc artisanaux. Et justement, nous allons suivre un reportage de notre collègue Naïma Louali. C'est un reportage qui se déroule à Djanet et c'est la fabrication de meubles artisanaux avec à base de feuilles de palmier, n'est-ce pas? Les dérivés de palmier. Les dérivés de palmier. On suit ça ensemble. L'atelier est un jardin frais. Mohamed, 48 ans, travaille ici dans son jardin en plein air, comme le faisaient des années auparavant son père et son grand-père. Et d'ailleurs, notre artisan semble être le dernier des Mohicans, ici à Djanet, ville connue pour ses meubles taillés avec les feuilles de palmier. J'ai commencé depuis mon jeune âge. Je venais ici avec mon feu père qui me donnait des tâches sommaires. Je coupais par-ci, par-là. Petit à petit, j'ai appris le métier. À 16 ans, j'étais un artisan confirmé. Les feuilles de palmier que donne mon jardin ne me suffisent pas. Je suis obligé d'aller acheter ailleurs ou de ramener chez les gens qui sont autour. En hiver, il faut beaucoup de temps pour faire une table, par exemple, parce que le cuir camelin ne se mouille pas facilement. Il faut plusieurs jours pour le ramollir et l'utiliser pour la couture. En été, puisqu'il fait chaud, le cuir nécessite à peine 2 jours pour le voir ramolli. Pour leur donner une forme plus régulière, notre artisan chauffe un peu les palmes courbées avant de les couper, les trouer et en rattacher les bouts à l'aide d'un fil en cuir molli des jours durant dans une mare d'eau. J'ai beaucoup de clients à Djanet et à l'extérieur. Ils viennent de partout me commander des meubles. Je travaille aussi par téléphone. Les campings, les hôtels et les autres structures me passent également commande. Avec ce métier, on peut gagner beaucoup d'argent. Le prix d'une table est fixé selon le métrage. Ça va de 1000 dinars à 3000 dinars l'unité. Je souhaite vivement, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur,
de monter un grand atelier pour enseigner aux jeunes cet artisanat particulier pour qu'ils vivent encore des années. Quoique Mohamed croule sous les commandes, il n'arrive pas à satisfaire tout le monde puisqu'il travaille seul et que les jeunes se détournent de ses métiers ancestraux. Et pourtant, avec l'augmentation du prix du bois, le palmier peut être une véritable alternative pour des produits à 100% écolo et durables, intégrant une économie circulaire. Voilà, c'est un beau reportage, Monsieur Berki, dédié aussi à... En fait, le palmier, on ne jette rien du palmier. On se lit... Oui. Tout est récupérable du palmier. Exactement. Déjà, un hommage à nos artisans du Grand Sud. C'est-à-dire, en plus de la difficulté de l'activité, il y a la difficulté justement de commercialisation, la difficulté de se déplacer aux expositions. C'est vraiment c'est pénible pour eux. On a toujours une pensée quand on fait une exposition, on a toujours une pensée pour eux. On essaie de les aider pour justement qu'ils puissent participer. C'est-à-dire, il y a la chance on a la chance d'avoir justement les directives de Monsieur le Président de la République par rapport au visa. Oui. Donc nous avons un engouement maintenant, engouement, beaucoup de touristes, c'est-à-dire partent au sud algérien, donc c'est une aubaine pour nos artisans du sud. C'est la bonne période actuellement. Voilà, exactement, oui. Le sud, pour justement à la fois faire la promotion des produits, à la fois vendre et commercialiser. C'est important. L'artisan là, tout à l'heure, avec tout ce travail pénible qu'il faisait, mais il parlait de la formation. Oui. Il ne s'en lassait pas. Il ne disait pas qu'il ne veut plus travailler, mais il dit qu'il est prêt justement à passer le flambeau à d'autres jeunes pour vivre justement de l'artisanat. Donc, au niveau du fichier national, je parle un peu côté administratif. Donc, nous avons remarqué, constaté que le flambeau se transmet d'une manière... Il y a une bonne relève. Se transmet d'une manière très facile maintenant. C'est-à-dire à partir de l'année 2015, c'est-à-dire c'est une constatation, c'est une remarque, c'est une analyse de statistiques. Nous avons remarqué que les jeunes s'intéressent à l'artisanat et beaucoup d'universitaires travaillent dans l'artisanat, notamment dans la transformation des chocolats, les savons, les huiles, et même les bijoutiers, même les tapissiers. Nous avons beaucoup de jeunes qui travaillent dans l'artisanat, donc la relève est assurée. La relève est assurée. Voilà. Et tout ça, grâce aux formations, grâce à l'introduction de la technologie, et grâce, ça facilite un peu plus la tâche. On a vu tout à l'heure l'artisan. Il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas justement avoir un travail pénible. Mais quand on voit que les artisans de maintenant utilisent un peu la technologie, utilisent un peu les machines, c'est permis par la loi. Donc et quand ils voient que l'artisanat commence à faire vivre les artisans, commence à devenir des ressources carrément pour les artisans, donc ils acceptent de reprendre le travail, ils acceptent justement de reprendre le flambeau et créer carrément leurs entreprises de l'artisanat. Alors il y a aussi autre chose, toujours dans le sud algérien, la wilaya de Djanet, nous avons aussi ces tailleurs de pierre. Tamanrasset. Oui. La taille de pierre à Tamanrasset. Voilà. Puisque nous savons que l'Algérie est riche par ces pierres précieuses et qu'il y a une technique bien particulière pour tailler les pierres. Et il y a eu aussi une formation faite par les Brésiliens pendant des années. Exactement. Où il y a eu une formation magnifique. Vous êtes très informé. Oui, parce qu'en fait, ce sont des dossiers que je suis depuis des années. Déjà, à la création de ce projet, de l'école de Tamanrasset pour les tailleurs de pierre, où une équipe de Brésiliens était constamment présente. Les tailleurs de pierre précieuses. Pierres précieuses. Des diamants. Voilà. Oui. La précision. Oui. C'est des tailleurs de pierre. De pierre précieuse. De pierre précieuse. Des tailleurs de gemmes.
Ah, voilà, c'est le gemme, carrément. Voilà, c'est des pierres de pierres précieuses. Exactement. Voilà. Et de ce que je sais, c'est la taille qui donne la valeur de la oui, pierre. oui, Voilà, donc c'est quand même très important. Tout à fait. Le problème de la pierre précieuse, c'est pas comme la pierre tout court. La pierre de construction. La pierre tout court, quand Non, on la bien taille, sûr. donc il y a des pertes, il n'y a aucun Là, il problème. faut vraiment Mais la pierre savoir. précieuse, on ne peut pas se permettre d'avoir des déchets. Oui, oui. tout à Elle est fait. précieuse. Oui. Donc déjà, il faut qu'il y ait des techniques, déjà pour la rendre un peu, lui garder Oui. la Cristallisation. Non. la cristallinité. Voilà, c'est la Voilà. Que la pierre, oui, exactement, c'est important. Lui donner déjà des formes géométriques intéressantes. Et aussi ne pas faire beaucoup de déchets parce que c'est pas permis. Voilà. Donc nous avons, c'est-à-dire les gens qui ont une longueur d'avance par rapport à nous dans ce métier-là, c'est les Brésiliens. Donc il y a eu des conventions avec les Brésiliens, donc ils sont venus à Tamanrasset. Pourquoi Tamanrasset? Parce que le gisement il est sur place. Sur place. On ne peut pas faire une école à Alger et ramener la pierre précieuse et semée précieuse de Tamanrasset jusqu'ici. Donc on a carrément installé l'école à Tamanrasset au niveau de la maison de l'artisanat de Tamanrasset. Donc il y a eu une formation, il y a eu une vingtaine d'artisans qui ont suivi cette formation et sont devenus eux-mêmes déjà des formateurs. Les meilleurs d'entre eux, quand vous avez parlé tout à l'heure des meilleurs d'entre eux ont été au Brésil pour continuer, pour finir leur formation. Ils sont devenus eux-mêmes des formateurs. Et les Brésiliens nous ont doté carrément d'une école avec, avec tout le matériel. Maintenant, on est indépendant. On fait des formations au niveau de Tamanrasset. Donc, pour la taille de pierre précieuse et semée précieuse. Pardon, c'est quel genre de pierre? L'agate, par exemple. L'agate, oui. À titre d'exemple. L'agate, à titre d'exemple. Oui. Donc toutes les pierres précieuses qui existent à Tamanrasset et Jeannette, c'est-à-dire le J'ai cru dire qu'il y avait des rubis, je crois, des pierres. Est-ce qu'il y a des rubis, monsieur? C'est du rubis ou du diamant ou c'est des... Oui, il y a la pierre précieuse. C'est-à-dire qu'on parle de la pierre précieuse carrément. Il y a la semée précieuse. Il me semble qu'il y a de la précieuse au diamant et à l'émeraude, il y a tout ce qu'on veut. Donc il y a la pierre précieuse et la semée précieuse. Voilà. Donc, et ça permet aussi à nos artisans corailleurs d'apprendre la technique de la taille, du corail justement. Donc c'est à la fois pour les artisans qui travaillent c'est-à-dire carrément dans la pierre précieuse, et à la fois ça permet à nos corailleurs de savoir comment faire, c'est-à-dire du corail quoi. Voilà, donc c'est des formations qui ont permis d'avoir des maîtres artisans, tailleurs de pierre et pierre précieuse, des lapidaires, comme a dit Nathalie Delis. Voilà. Oui, donc là pour revenir donc à ces tailleurs de pierre, parce que nous voyons l'espace dédié à la maison de l'artisanat de Tamanrasset, qui expose aussi au salon de l'artisanat. Donc on va à la rencontre de ces personnes. J'ai été plusieurs fois, donc on découvre aussi le travail qu'ils font, que ce soit, comme l'a si bien dit M. Berki, des diamants, des rubis, des émeraudes. Donc il y a toute cette richesse chez nous en Algérie, ce gisement de pierres précieuses, bien sûr, puisque toute une équipe de professionnels du Brésil sont venus en Algérie pour pendant des années former donc les Algériens, et puis après la création de cette grande institution qui se trouve à Tamanrasset. Et là, aujourd'hui, il faut savoir que nous avons un pays très très riche par ces minéraux. D'ailleurs, c'est-à-dire désolé, je vous ai interrompu. Je vous en prie, monsieur Berki. Permettre aux artisans justement de profiter de ces gisements. Il y a eu des autorisations qui ont été déjà délivrées aux artisans pour rechercher cette pierre tellement précieuse. C'est-à-dire il y a des artisans qui ont des autorisations d'extraction de pierres précieuses et semi-précieuses. Il y a des professionnels qui utilisent justement ces gisements, mais ils ont délivré des autorisations pour quelques artisans qui exercent justement dans la pierre précieuse et semi-précieuse pour justement l'extraction. Si je vais me permettre, Linda, de répondre, puisque c'est convivial. Je vais vous renvoyer à des années-lumière. Moi, ça me renvoie à une de mes vies où je suis rentrée en Algérie en 1979 et je travaillais pour la Sonarème.
J'ai été recrutée comme expert pour la mise en place d'un certain nombre de... J'ai travaillé de 79 à 89 et déjà, on avait découvert les gisements diamantaires. Il y avait le projet Diamant. Donc, c'est pas tout neuf. C'est les années 80. C'est-à-dire l'exploitation officielle, c'est récent. Oui, mais par contre, le gisement, la découverte du gisement... Oui, bien sûr, c'est certain. Voilà. Donc là, c'est vraiment un travail dédié à l'artisanat, aux bijoux. Il y a ce côté préservation du patrimoine, parce que c'est lié aussi au patrimoine et à l'identité algérienne. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Nous avons aussi, à travers aussi la vannerie, monsieur. Alors la vannerie. La vannerie, c'est aussi un point très fort. Oui, il y a une histoire par rapport à ça. Donc toutes les wilayas pratiquement ont de la vannerie. Oui. Mais on s'est un peu éloigné de la vannerie pendant quelques années, mais aujourd'hui, il y a un grand retour. La vannerie d'abord, c'est la grosse tendance même à l'international. C'est très prisé à l'international et ça coûte très très cher ailleurs. Et l'Algérie aujourd'hui aussi s'éveille par rapport à la vannerie. Justement, le problème de la vannerie à un moment donné, donc il y a eu deux problèmes. Le premier, c'est que, c'est-à-dire il y a eu un problème de matières premières. Oui. Et puis c'est-à-dire nos artisans n'ont pas justement eu cette tendance, comme on disait tout à l'heure, à faire, c'est-à-dire ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas avec leurs produits. Maintenant, donc, il y a un travail de mixage entre vannier et bijoutier, vannier et brodeuse. Donc, voilà, donc il y a ce mixage-là qui a donné, il y a une grande différence. C'est-à-dire, maintenant, les gens préfèrent un couffin, par exemple, si on parle de couffin, un couffin, mais avec une touche, un petit tapis, un tapis miniaturisé, c'est-à-dire cousu sur le couffin, un fermoir, une fébule. Voilà, ça crée un produit c'est-à-dire qu'on peut utiliser pour tous les jours après, exactement, même comme sac. Nous avons remarqué ça même à la dernière foire de l'artisanat en Italie. Donc notre vannerie était prisée. À savoir les couffins, les sacs en vannerie, c'est-à-dire les sous-tasses, les sets de table. Voilà, nous avons la vannerie fine. Voilà, on la retrouve en Kabylie, Jum'an Sarij. Voilà, on retrouve la vannerie ici à Koléa. Il y a la vannerie. C'est-à-dire on est dérivé de palmier aussi, donc on utilise le doum, l'alpha, le raffia, un peu de tout, selon les régions, Mais le travail de mixage a donné des fruits très, très intéressants. Nos produits sont devenus accessibles. Voilà. Et puisque je pourrais témoigner aussi pour beaucoup d'artisanes et d'artisans que je reçois dans l'émission Walimat El Jazair, c'est que vraiment, vous les encouragez beaucoup. Ça, je tenais à vous le dire. Les chambres des métiers aujourd'hui encouragent. Même si la personne démarre un petit quelque chose et qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle reste encore un peu frileuse, elle me disait, vous savez, madame, j'ai tapé à la porte des chambres des métiers, on m'a aidé, on m'a donné ma carte. Et quand on a une carte, ça nous ouvre à la participation à beaucoup d'activités, et ça les promouvoit, c'est-à-dire que vraiment, même en matière de pâtisserie, en matière de confiture, de pâtes tartinées à base de produits du terroir tels que la caroube par exemple, ou les dattes, etc. Elles me disent vraiment, on est aidé et on arrive quand même à plus tard à avoir des microcrédits, à être soutenu, accompagné. Il y a beaucoup d'institutions qui prennent le relais aussi, quand on parle de l'Angers par exemple, qui prend le relais pour justement aider ces artisans qui commencent leurs activités. Vous savez, le taux de mortalité des entreprises, si on les laisse vouer, c'est-à-dire livrer à elles-mêmes, le taux de mortalité il est très important aux 6 premiers mois. Donc c'est pour ça qu'on est en train justement d'intervenir justement au départ. Parfois même avant la création d'entreprise, on intervient avec des formations de création d'entreprise et nos institutions prennent aussi le relais. Il y a un point que je veux aussi aborder, c'est que nous avons travaillé pour renforcer le capital social des artisans. Au départ, chacun travaille dans son coin. Personne ne veut travailler avec l'autre. Il y a apprendre à travailler ensemble. Le mauvais dicton
qui dit Sahb Harftek Adouk. Ça, on a beaucoup travaillé pour justement le casser et renforcer le capital social et le travail, c'est-à-dire en collaboration, en travail en communion. C'est pour ça que nos artisans commencent maintenant à se constituer d'une manière spontanée. Pas d'une manière, c'est-à-dire officielle, spontanée. Voilà. On retrouve un vannier avec le bijoutier, le tapissier, il travaille avec celui qui fait un peu C'est des associations libres. Libres, spontanées. Ils arrivent. Oui, ils arrivent justement à créer des produits accessibles, qui ont l'authenticité et la modernité justement. Parce qu'en fait, comme nous accompagnons dans notre émission beaucoup d'artisanes et d'artisans à travers tout le territoire national, même ils vous disent, même si on démarre tout petit, on nous encourage, on nous donne notre carte. Ils ne disent pas non, ton travail n'est pas encore bien fait, je ne peux pas te donner de carte. Là, ils les soutiennent, ils les aident. Après, il y a une formation. Et après, cette personne vraiment évolue allègrement dans son domaine. Et je trouve ça vraiment, ça a beaucoup aidé. Vous savez, je tenais à vous le dire. Merci, ça nous pousse à travailler davantage justement pour... énormément aider les personnes, parce que des fois, ça bloque. Ils vous disent non, vous n'êtes pas encore à la hauteur pour pouvoir accéder à des aides. Mais le fait qu'elle soit aidée parce qu'elle a envie d'apprendre, d'avancer. Il y a une reconnaissance avec la carte et puis après, il y a une visibilité. C'est-à-dire la tendance maintenant de l'administration algérienne, pas uniquement des chambres de l'artisanat, la tendance des administrations maintenant, c'est l'accompagnement. Exactement. L'accompagnement, parce que si l'entreprise réussit, donc c'est nous qui réussissons justement. On n'existe pas s'il n'y a pas d'artisans. Donc c'est pour ça on travaille beaucoup plus dans l'accompagnement que dans l'aspect, je dirais, administratif. Voilà. Parfois, je le dis comme ça, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème, on dit les choses telles qu'elles sont. Parfois, on fait participer avec nous même les artisans qui n'ont pas de carte, c'est-à-dire on ne les pénalise pas. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de les attirer justement pour avoir des cartes, pour travailler. C'est-à-dire, on ne devient pas administrateur directement, mais on essaie d'accompagner. Ça les a énormément aidés. Exactement. Et le travail de proximité aussi. C'est-à-dire, c'est l'administration qui se déplace au village et ce n'est pas l'inverse. C'est pas surtout quand on travaille avec la femme rurale, la femme à domicile, les anciennes zones d'ombre, c'est-à-dire c'est la chambre de l'artisanat qui travaille, qui se déplace, qui fait un travail de proximité carrément. Et ça a donné beaucoup de fruits justement. Ça a donné beaucoup de fruits, je peux vous confirmer parce que je sillonne un peu l'Algérie. Beaucoup d'activités qui étaient en déclin. On renaît justement de leur cendre et on repris. Grâce à ça et à leur visibilité. Aujourd'hui, ils ont une visibilité. Ils sont sollicités parce qu'ils sont ils sont recensés. Donc, quand il y a des salons, on les sollicite, ils viennent, ils vendent leurs produits. Et ça, c'est vraiment formidable. Vraiment formidable. Je reviens aussi à ce qui se fait au niveau de l'APC d'El Biel. C'est un très bon exemple. C'est ces femmes qui sont à la maison. Qui sont carrément des femmes au foyer et qui savent faire des gâteaux, savent faire un crochet, savent faire quelque chose. Et bien, l'APC les a sollicitées pour exposer au niveau du centre culturel d'El Biar et elles ont vendu leurs produits. C'est une très très belle reconnaissance. Ah oui, c'est formidable ça. Voilà, donc Sidi Ali Idriss, le rendez-vous est pris vendredi, 17h, demain, 17h. Dar Bashtarzi, c'est un bonheur. Monsieur Arab, les livres de Monsieur Abdelrahman Arab sont nombreux, diversifiés. Beaucoup de livres que Monsieur Arab vous propose. Vous pouvez juste aller, il a une page sur les réseaux sociaux. Je tiens absolument à celui-là, ce roman. La colline sacrifiée. Très bien. C'est un roman historique. Parfait. Que j'ai écrit en hommage à Mouloud Mamri. Très bien. Mouloud Mamri, lorsqu'il a lancé la colline oubliée, la colline sacrifiée, bien sûr. Très bien. Et Mouloud Mamri j'étais l'un de ses premiers élèves lorsqu'il a lancé son cours de berbère à l'université d'Alger en 1965-66. Et puis après, nous sommes devenus collègues à l'université et nous sommes restés longtemps. C'est une personnalité qui m'a marqué. Merci beaucoup. Je tenais absolument Monsieur Arab. à ce que ce livre soit présent en hommage à Mamri.
Merci Louisa Mezreb d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un bonheur et un plaisir en tous les cas. Et puis profitez de votre présence. Je voudrais juste dire un mot peut-être sur mon activité ici quand même. Je profite comme j'écris pas de livre. Moi, ma matière, c'est l'humain. C'est transformer l'humain et accompagner la transformation des organisations. Donc, nous avons une entreprise qui s'appelle FACEM Algérie, qui est implantée depuis 2007. Et nous accompagnons les plus grandes institutions. Nous nous appelons Management and Digital Center, c'est-à-dire qu'on est sur 2 volets. Le management et également tout ce qui est la technologie et les numériques. On vous souhaite longue vie, vraiment. Et Monsieur Berké, donc Abdelkarim, c'était un plaisir de vous avoir reçu parmi nous dans notre émission Walimat El Jazair. C'est le premier numéro dans lequel vous êtes. J'espère que vous allez être souvent parmi nous et qu'on puisse aussi vous suivre dans les wilayas et faire de belles émissions avec vous en direct de wilaya pour mettre en avant l'artisanat, l'identité algérienne. Voilà. Merci beaucoup. Et bien, écoutez, quant à nous, on arrive pratiquement à la fin de cette émission Walimat El Jazair de ce jeudi. Tahalaouna fil Jazair.